Merci d'avoir choisi Niata TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Le Premier ministre affirme le soutien et l'accompagnement des plus hautes autorités de la transition au domaine rural. La Fédération des écoles confessionnelles franco-arabes a procédé à une remise de prix à ses meilleurs élèves de l'année 2020-2021. Le ministre des Affaires étrangères estime que l'attitude des autorités françaises doit changer. Il s'exprimait dans un entretien avec les médias français, à savoir RFI et France 24. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a pris part à la 5e édition du Festival panafricain de la cotonnade qui s'est tenu à Kita. L'objectif de cet événement est de promouvoir les produits textiles maliens afin que chaque Malien puisse s'habiller en cotonnade en Made in Mali. Le chef du gouvernement a affirmé le soutien et l'accompagnement du gouvernement aux acteurs du secteur. Suivons le reportage. Grâce aux efforts du gouvernement, le coton malien est aujourd'hui le premier produit d'exportation au Mali. En effet, notre pays a récupéré sa première place en matière de production de coton. Cette année, plus de 700 000 tonnes de coton sont attendues. L'occasion m'est offerte aujourd'hui de féliciter les acteurs de la filière coton pour les résultats exceptionnels obtenus lors de la campagne 2021-2022. Et cela dans un contexte particulier. Oui, cette année, le Mali retrouvera sa place de leader en termes de production. L'atteinte de cet objectif a été possible grâce à 3 facteurs combinés, à savoir la clairvoyance et la volonté politique du gouvernement de transition qui a fixé le prix d'achat du coton graine à 280 francs le kilo et maintenu des engrais subventionnés à 11 000 francs le sac de 50 kilos. L'accompagnement technique des sociétés cotonnières que sont la CMDT et l'OHVN, et l'engagement et la bravoure des producteurs de coton. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dès ma prise de fonction en mars 2021, je me suis engagé à accompagner la filière coton afin que notre pays redevienne le premier producteur de la sous-région. À travailler en sorte que la production agricole puisse vivre, que le producteur agricole puisse vivre de sa production et favoriser l'inclusion des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, force est de constater que le Mali est en train de redevenir le champion en Afrique avec une production attendue de plus de 700 000 tonnes de coton-graines pour la campagne agricole 2021-2022 et nous venons d'une campagne passée de 147 000 tonnes. Après l'atteinte de cet objectif phare, le défi important est d'encourager toutes les bonnes initiatives capables d'impacter sur le développement rural. La transformation locale de nos produits agricoles est un axe stratégique de création de revenus aux producteurs et d'emplois pour les jeunes et de valeur ajoutée à l'économie du pays. Cette 5e édition a choisi comme thème la transformation locale du coton, source de création d'emplois et de développement durable. Elle rentre dans le cadre d'une synergie d'actions en vue de valoriser et de promouvoir le coton et de rendre la filière compétitive. C'est l'une des recommandations fortes des Assises nationales du coton. Il est nécessaire de faire encore plus d'investissements pour le développement de la filière coton dans notre pays. L'un des objectifs du festival est de promouvoir les produits textiles maliens afin que chaque Malien puisse s'habiller en cotonnade Made in Mali. La transformation et la consommation de nos produits textiles, dont le ton vient d'être donné par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, et du président de la transition, son Excellence Monsieur Assimi Goïta, est une excellente initiative. Le Mali est un grand pays producteur de coton en Afrique, mais qui n'en transforme malheureusement que moins de 2%. La fermeture de l'usine de filature de Comatex contraint nos artisans à se ravitailler dans les pays voisins, ce qui joue sur les prix des pains tissés. Pour ce faire, en vue d'atteindre les objectifs, il faudra investir dans les unités de filature pour la création de valeur ajoutée à hauteur de 21%. Renforcer la place des producteurs dans la gouvernance de la filière coton. Former les jeunes pour les opportunités d'emploi dans le tissage, la teinture, la couture, car l'industrie de la mode est l'une des solutions rapides pour réduire le chômage dans notre pays.
Le Premier ministre et chef du gouvernement a saisi cette occasion pour réitérer le soutien du gouvernement dans le domaine rural. Je ne veux pas revenir sur l'importance du coton dans l'économie malienne. Ça a été suffisamment développé pour que je m'attarde là-dessus. Je voudrais donc dire la détermination du président de la transition, du gouvernement, à continuer à soutenir le monde paysan, à soutenir les cotonculteurs, à soutenir tous ceux qui travaillent sur le coton, sa production, sa transformation, sa commercialisation, sa consommation. Développer le secteur du coton permettra de créer des emplois et de lutter considérablement contre le chômage dans notre pays. Sur tout un autre plan, la Fédération des écoles confessionnelles franco-arabes FEC-FAM a organisé ce samedi 29 janvier 2022 la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021 de la dite fédération. Elle a eu lieu à la Bibliothèque nationale à l'ACI 2000 en présence des parents d'élèves et des partenaires de la Fédération des écoles confessionnelles franco-arabes. Reportage Maimouna Kloubali et Ladji Traoré. Cette cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Courant. Dian Diallo, chargé des examens et concours à la FEC-FAM, nous explique l'objectif de la cérémonie. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'une cérémonie de remise de cadeaux aux meilleurs élèves de nos écoles, de la FEC-FAM, c'est-à-dire les élèves qui se sont distingués lors de nos différents examens blancs, les examens de fin d'année que nous organisons pour pouvoir préparer les examens nationaux. Au total 50 élèves, parce que là c'est deux générations, deux promotions, les meilleurs élèves de l'année scolaire 2019-2020 et ensuite aussi les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021. En raison de pandémie de Covid-19, on n'avait pas pu organiser de cérémonie en 2020 et on a jugé nécessaire de regrouper les deux générations, les deux promotions pour cette cérémonie. Donc au total, ça fait une cinquantaine d'élèves qui vont recevoir des prix, des cadeaux en guise d'encouragement. Plus de 80 écoles franco-arabes de Bamako et de la région du Mali sont dans la dite fédération. Bon, la FEC-FAM aujourd'hui compte à peu près 80 écoles sur toute l'étendue du territoire national, de Kaye jusqu'à Gao, en passant par Bamako, où il y a la grande partie des écoles, c'est à Bamako. Ségou, Sigasso, Mopti, jusqu'à Gao. Nous avons des écoles partenaires dans toutes ces zones, ces localités. L'un des enseignants a montré ses sentiments de satisfaction. C'est un sentiment de joie, très heureux et très honoré d'avoir mes élèves formés en classe. Aujourd'hui qui prennent des lauréats devant tout ce monde, vraiment c'est un sentiment de joie que je partage avec tout le monde. Tous les conseils à dire aux élèves, c'est d'être courageux, plus motivés, plus courageux, prendre d'efforts et d'être compétitifs. Quelques lauréats ont montré leur sentiment de joie tout en remerciant leurs professeurs. Je suis quand même heureux, je suis très heureux. Je leur dois du merci et du bon encouragement pour l'avenir de la FEC-FAM et des élèves de la FEC-FAM. Ouais, sentiment que je suis très content quand même d'avoir ces prix-là. Et ça, je suis très quand même content. Bon, d'abord, je leur dirais que de prendre beaucoup de courage et beaucoup de détermination en plus. Parce que quand il n'y a pas la détermination, c'est pas facile. Il faut être déterminé et fixer un objectif pour avoir ces niveaux-là. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations et des cadeaux aux meilleurs élèves de l'année 2019-2020 et de l'année 2020-2021. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. L'attitude des autorités françaises doit changer, a affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour répondre à son homologue français Jean-Yves Le Drian qui accuse les autorités de la transition de prendre des mesures irresponsables. Suivons son intervention. Monsieur le ministre, suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé, je le cite, des mesures irresponsables prises par une junte, à nouveau je le cite, illégitime. Votre réaction ?
Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate de la trempe de M. Le Drian qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Alors, on va revenir sur Takuba, mais tout d'abord sur Paris. Vous parlez de mépris, vous parlez d'insultes. Alors, une question simple, enfin plusieurs questions simples. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris? Est-ce que vous songez, par exemple, à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako? Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État, mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens, que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie. Et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires pour la sécurisation du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région. Alors ce vendredi, Monsieur le ministre, c'était chez nos confrères de RTL, le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge, si j'ose dire, en disant que désormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Nous ne pouvons pas rester en l'état, a-t-il dit. On va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires. Donc pour l'instant, vous ne vous parlez pas entre vous deux, ministres des Affaires étrangères du Mali et de la France? Les ponts sont coupés pour l'instant? Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était à New York. On a eu un entretien franc et direct. Et nous restons toujours ouverts. Je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement, M. Le Drian ou d'autres responsables français, on ne les entend plus sur les médias parlant du Mali. Et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. Je le rappelle, cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non, le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains.
Je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts. Elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des 2 poids 2 mesures aussi doit cesser. Vous pensez au Tchad? Je ne pense absolument rien. Et il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations, il y a eu des politiques de 2 poids 2 mesures, et de la France et même de nos organisations africaines. Monsieur le ministre, concrètement, vous avez demandé il y a peu de temps la révision de l'accord de défense avec Paris. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Et si cette réponse n'est pas satisfaisante, est-ce que vous êtes prêt, donc, comme vous semblez l'indiquer, à dénoncer cet accord de défense avec la France? Absolument. Nous sommes absolument très clairs dessus. Nous avons demandé, dans un cadre diplomatique, nous avons soumis un protocole amendé avec l'ensemble de nos amendements que vous me permettrez de ne pas détailler ici, parce que les dispositions de l'actuel traité en matière de défense, certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali. Nous avons décidé à les revoir. Nous attendons une réponse rapide de Paris. À défaut de réponse, assurez-vous que le Mali s'assumera par rapport à cela. Est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol? Cette question n'est pas pour le moment sur la table. Mais elle le sera, visiblement, puisque, vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent, c'est quand même une possibilité que vous disiez, en effet, ça ne marche pas depuis des années, les soldats français ne font pas le job, entre guillemets, il faut qu'ils partent. Ce qui est sûr, c'est que pour le Mali, si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali, nous n'hésiterons pas à nous assumer. Mais nous n'en sommes pas là. Nous parlons de solidarité dans cette édition pour soutenir le Mali contre les sanctions de la CEDEAO. Le mouvement Noulank a organisé un sitting à la place de la Nation ce vendredi 28 janvier 2022. Une occasion pour la jeunesse malienne vivant au Sénégal de se prononcer sur les sanctions de leur cher pays, le Mali. Nous demandons aux autorités de la CEDEAO de revenir à de meilleurs sentiments, a déclaré Diko, le président des jeunes Maliens au Sénégal. Suivons son intervention. Le Mali est un pays frère jumeau du Sénégal. Il ne faut pas qu'on se laisse dominer par les politiques. Le Mali, la Guinée, Gambie, tous ces pays-là ont le même destin et la même histoire. Donc c'est ce qui témoigne aujourd'hui la grandiosité de cet événement-là. Et notre objectif est clair. Nous sommes là afin de demander uniquement aux autorités de la CEDEAO de revenir sur les meilleurs sentiments. Il est grand temps vraiment que cette CEDEAO soit une CEDEAO du peuple et non une CEDEAO des présidents. On l'a toujours dit, on l'a toujours dénoncé et on va continuer à le dire à qui veut l'entendre. Ce qui est sûr et certain, le peuple africain est réuni, le peuple africain est uni, le peuple africain est engagé, la jeunesse africaine est dévouée. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui la motivation de tout un chacun ici présent. Nous attendons à la CEDEAO plus d'humanisme dans leur décision. Parce que moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui un pays enclavé comme le Mali et qu'on décide automatiquement de décréter un embargo sur le Mali. C'est un acte qui est insensé. C'est un acte qu'on peut traiter de criminel. Parce que nous sommes des Maliens qui sont établis ici au Sénégal. Le paix qu'on trouve, on renie et on envoie au Mali. Maintenant, place à l'actualité internationale avec Ali Koulibaly. Après le coup d'État de lundi au Burkina Faso, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis ce vendredi en sommet extraordinaire. L'organisation a suspendu le pays de ses instances, demandé la libération du président Christian Kaboré ainsi que des autres responsables arrêtés. Comme pour le Mali et la Guinée, le Burkina Faso est à son tour suspendu de toutes les instances de la CEDEAO. Une sorte de passage obligé de l'organisation sous-régionale après tout coup d'État qui veut toutefois rester prudente et
ne pas se précipiter. En suspendant le Burkina Faso de toutes ces instances, la CEDEAO assure le service au minimum, pas de sanctions économiques ou ciblées par l'instant, donc même si la question a été débattue durant le sommet. Selon un participant, certains pays souhaitent en effet que le principe de sanctions plus fermes soit inscrit noir sur blanc dans la charte de la CEDEAO en cas de renversement des institutions par la force. La CEDEAO a donc choisi de privilégier le dialogue. Ce samedi, des chefs d'état-major se rendront à Ouagadougou pour entamer le dialogue avec les militaires. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont justifié leur action par le niveau d'insécurité. Nos officiers auront donc aussi pour mission d'évaluer la situation du pays. La nouvelle évaluation de la situation alimentaire du programme alimentaire mondial indique que 4,6 millions de personnes, soit 83% de la population du Tigré en Éthiopie, sont en situation d'insécurité alimentaire, tandis que 2 millions d'entre eux se trouvent en grave insécurité alimentaire. Ce rapport, que le PAMO qualifie de première évaluation fiable sur la sécurité alimentaire menée depuis un rapport de l'ONU il y a plus de 6 mois, révèle un peu plus la catastrophe humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, où forces pro-gouvernementales et rebelles du Front de libération du peuple du Tigré s'affrontent depuis novembre 2020. Les familles épuisent tous les moyens pour se nourrir, les 3/4 de la population utilisant des stratégies d'adaptation extrêmes pour survivre. Les autorités kenyanes sont en état d'alerte après la mise en garde de l'ambassade de France contre une attaque terroriste imminente dans le pays. L'ambassade de France a appelé les ressortissants occidentaux à éviter ce week-end les lieux de rassemblement des étrangers tels que les hôtels et les centres commerciaux, en particulier dans la capitale Nairobi. L'ambassade d'Allemagne a pour sa part envoyé à ses ressortissants une alerte terroriste moins spécifique, les incitant à la prudence. La police kenyane affirme avoir pris connaissance de l'alerte terroriste et avoir renforcé la sécurité. En guise de réponse, les autorités kenyanes ont déployé un dispositif de sécurité dans l'espoir de contrecarrer tout projet d'attaque terroriste dans le pays. Le porte-parole de la police kenyane, Bruno Siozo, a déclaré à la VOA qu'il avait vu l'alerte sur les réseaux sociaux et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Au Liban, la crise a plongé plus de 3/4 de la population sous le seuil de pauvreté. Près de 500 000 familles se sont inscrites sur une plateforme pour bénéficier du filet de sécurité sociale d'urgence financé par la Banque mondiale. 500 000 ménages, soit près de la moitié de la population libanaise, souhaitent bénéficier d'un programme d'aide sociale d'urgence du projet de carte d'approvisionnement mis en place par le gouvernement et financé par la Banque mondiale. Le ministre libanais des Affaires sociales a indiqué vendredi que le versement de l'aide pécuniaire atteignant $125 par famille sur une période d'1 an commencera le 1er mars. Dans une première étape, 500 000 familles bénéficieront de ce programme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et qu'Allah bénisse le Mali. Bonne soirée.